Bonjour à toutes et à tous. Oui. J'aurais une première question à vous poser. Est-ce qu'il y a des écoterroristes dans la salle? Ah, il y a pas mal de mains levées. Des Khmers verts, peut-être? Ok. Je suis admirative que vous réussissiez à répondre à ces questions parce que moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourtant, ces termes, ils sont largement repris dans certains médias. Donc, on va essayer de comprendre à quoi ça correspond, un peu tout ça. Je me suis permise une petite pointe d'humour en introduction parce que cet après-midi, nous allons aborder un sujet sensible qui est celui de la désobéissance civile. C'est un sujet sensible au point que le président s'empare à titre personnel du sujet en demandant la dissolution des soulèvements de la Terre vendredi dernier. C'est un sujet sensible car les actions directes, qu'elles soient non violentes ou violentes, ne font pas l'unanimité dans l'opinion publique. C'est un sujet sensible car dans l'Ouest aussi, nous sommes aussi très concernés par ce type de climaction. Je pense notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD du Carnet, à Saint-Nazaire, aux événements qui a eu lieu aussi dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, et j'en passe. Et c'est un sujet aussi sensible, car on va avant tout parler des hommes et des femmes qui, au nom d'un principe moral supérieur, dénoncent une loi ou des projets injustes et se mettent en infraction, au risque d'aller au procès, à la prison, de briser leur vie ou leur corps. Donc, c'est un sujet sensible, et donc c'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir accueillir, avec le maximum de bienveillance possible, les opinions qui seront exprimées sur ce plateau cet après-midi. Peut-être qu'on ne sera pas tous et toutes d'accord, et c'est pas grave, et c'est aussi l'objet de cette conférence cet après-midi, c'est de pouvoir en parler de manière apaisée et de manière la plus constructive possible. Nous avons la chance d'avoir un très beau plateau cet après-midi. Et je vais donc laisser nos intervenantes et intervenants se présenter, en commençant par Léa Falco. Salut, je m'appelle Léa. C'est un peu tôt, hein, vous pourrez faire ça dans 1h30, hein, vous aurez tout le temps qu'il faut pour applaudir à la fin. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour un rêve écologique, qui est un mouvement qui est né en 2018 d'étudiants et de jeunes actifs, et qui a 2 axes de travail principaux sur les formations d'enseignement supérieur et donc sur la formation aux enjeux écologiques dans son métier. Et dans les boîtes et dans le monde économique en général, réussir à faire en sorte, ce qui est un long travail, que les boîtes et que les règles du jeu économique s'alignent avec les lignes planétaires. Et je suis la seule ici à ne pas faire, je crois, de désobéissance civile. Donc je ne sais pas trop ce que je fais là, mais on va le découvrir ensemble, j'espère. Bonjour à tous. Donc moi c'est Bertrand Kelta-Giron, je suis engagé dans la campagne Dernière Rénovation, qui est une campagne de résistance civile. Nous on dit plutôt résistance civile que désobéissance civile. Et donc c'est une campagne qui vise à obtenir de l'État un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments qui soit à la hauteur de l'urgence climatique et qui procède par itération de plusieurs vagues d'actions, de perturbations, et dont l'objectif est de parvenir à mobiliser de plus en plus de monde pour générer de plus en plus de perturbations et briser le statu quo actuel qui nous emmène dans le mur. Voilà. Je suis Anastasia Maga, directrice adjointe de l'Institut Rousseau. On est un laboratoire d'idées qui prône la reconstruction écologique, mais aussi sociale et démocratique de nos sociétés. On écrit plutôt des propositions de politique publique qu'on ne fait de la désobéissance civile, mais ça permet aussi d'éclairer le monde. On participe à la réflexion, à la production d'idées, et donc sans forcément être dans l'action directe comme mes comparses. Je pense qu'on participe aussi à un discours, à un imaginaire, comme c'est le thème de l'Immershifté cette année. Voilà, et donc on va en discuter tous ensemble maintenant. Bonjour, donc je suis Hugo Raguet, je suis enseignant-chercheur en mathématiques et informatique. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, je fais la recherche dans une université à Tours.
Et j'ai rejoint relativement récemment, en fait ça fait moins d'1 an, le collectif des scientifiques en rébellion, branche française, d'un collectif aussi international, des scientifiques qui font le constat que ça vaut vraiment plus la peine là, de documenter la catastrophe écologique, qu'il faut faire autre chose, tenter d'autres modes d'action, que face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Merci beaucoup. Pour commencer cette table ronde, je vous propose un petit éclairage pour mieux comprendre déjà ce qu'est la désobéissance civile et surtout quelle a été un petit peu son histoire. Anastasia Maga, est-ce que vous pourriez nous éclairer et nous apporter un regard historique sur la désobéissance civile? Oui, alors la désobéissance civile, c'est l'action qui se fonde sur l'inaction. C'est le fait de désobéir à une loi, un pouvoir qui est jugé illégitime. Moi, je distinguerais 2 types. Le premier, c'est plutôt le fait de résister, de ne pas faire, faire ce qu'une loi nous oblige à faire, typiquement payer l'impôt ou des charges locatives. Par exemple, dans les années 70, dans les banlieues, en France, il y a les classes moyennes qui vivaient dans ces grands ensembles qui partent, qui sont remplacées par une population plus populaire et plus pauvre, qui a moins les moyens de payer en fait la rénovation qui n'a jamais été faite de leur logement. Et donc ils entament une grève des loyers pour protester et exiger une rénovation. L'autre grand type, et peut-être que vous avez davantage en tête parce que ça produit des images assez spectaculaires, c'est l'action directe. Et les exemples ne manquent pas. Donc là, ne serait-ce qu'avec les intervenants qui sont ici, il y a les activistes de dernière rénovation qui se gluent les mains sur l'autoroute pour demander la rénovation des bâtiments. Il y a Scientists in Rebellion qui se cadenassent sur les ponts du Havre pour protester contre la construction d'un nouveau méthanier, c'est au Havre. Il y en a d'autres, ANV COP21 qui se met à laver les vitrines des banques pour dénoncer le greenwashing. Et oui, il y a aussi de l'humour parfois dans ces actions, malgré en fait le sérieux du propos. Et tous ces exemples, je pense, sont assez intéressants à remettre dans une perspective un peu plus historique. Traditionnellement, la désobéissance civile trouve son origine chez un Américain au XIXe siècle qui s'appelle Thoreau et qui refuse de payer ses impôts à l'État de Massachusetts, donc son État, car c'est un État esclavagiste. Et donc si on continue dans cette lutte anticoloniale, derrière il y a Gandhi qui, on va dire, massifie l'action directe avec un mot d'ordre aussi qui est la non-violence. Ensuite, il y a tout le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, donc il y a 50 ans, avec Rosa Parks, Martin Luther King. Et ces figures, en fait, sont des figures vraiment tutélaires du mouvement climat et écologiste de manière plus générale. Et je pense qu'elles participent à construire un imaginaire très fort, puisque dans les formations, en fait, sur la désobéissance civile, vous avez une partie théorique. Et cette partie théorique, pour moi, est assez importante parce que justement, elle participe à un imaginaire auquel vont se raccrocher les militants, dans lequel ils vont s'inscrire. Ça permet aussi de faire un tour un peu d'horizon des luttes victorieuses qu'ils ont pu avoir, donc de croire en son action. Mais ça ouvre aussi la discussion sur quel est le consensus à avoir pour faire cette action. Et c'est un consensus qui va être mobilisateur et qui va se tenir tout au long de l'action pour les militants. Donc souvent, il y a l'idée de le faire plutôt de manière non violente, en tout cas sur les sujets écolos. Alors on peut discuter du degré ou pas de violence, c'est quelque chose qui est toujours en discussion dans ces organisations, dans les organisations qui le pratiquent. Et je pense que quelque part, ça enrichit encore vraiment une très longue tradition. Encore une fois, il y avait déjà les faucheurs d'OGM il y a quelques années. On pense à Ende Galende en Allemagne, qui a développé une vraie expertise. Et donc, toutes ces organisations construisent l'histoire de la désobéissance civile comme action dans, on va dire, tout un répertoire d'actions possibles.
je pense aussi que dans la réflexion qu'il y a sur l'action directe, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que le collectif prime sur juste l'individuel. C'est-à-dire que si vous allez bloquer une autoroute tout seul, ça va être au pire un accident de personnes sur l'autoroute. Au mieux, vous allez peut-être avoir un message qui va porter, qui va aussi attirer les médias, qui va en tout cas peut-être essaimer dans la société. Et ce côté collectif, je pense, est très important puisque dans les enjeux écologistes, souvent, il y a l'idée qu'il faut politiser plutôt que faire ses produits ménagers, en gros. Passer à un échelon un peu plus important, et je pense que l'action directe est un de ces débouchés. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'action directe parce qu'il y a une massification, il y en a davantage. Qu'il y a aussi beaucoup plus de sensationnalisme autour. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, donc ça fait un moment qu'ils le pratiquent, et je ne sais pas si vous avez entendu, il n'y a pas très longtemps, la seule députée écologiste britannique démissionne pour faire de l'activisme, parce qu'elle est un peu dégoûtée de la politique, qu'elle se sent un peu seule. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, s'il n'y a pas de débouché politique qui est offert à ces questions-là, à ces mouvements, en fait, ça radicalise aussi l'activisme. Et le titre de la conférence est assez éloquent, hein, c'est « Est-ce que c'est inévitable ?» Et le mot « inévitable » est très fort. Moi, je le trouve très puissant parce qu'on retrouve souvent ça chez les militants qui pratiquent la désobéissance civile, c'est on n'a plus le choix. Et on sent cette urgence. Et là, dernièrement, il y a eu plein de nouvelles assez déprimantes, en fait. On a vraiment l'impression que, concernant l'écologie, on dépasse absolument toutes les limites des bornes. On est à 7 sur 9. Pour moi, ça participe, en fait, à un climat d'urgence qui rend la chose aussi inévitable. Vous avez évoqué... Pardon, allez-y. Vous avez illustré avec un exemple donc, des personnes qui se sont battues pour avoir des logements rénovés. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la lutte des classes ? Oui, moi je le fais assez facilement parce que si on regarde ça vraiment dans une perspective de sciences politiques, la désobéissance civile, l'action directe s'inscrit clairement dans tout un mouvement en fait, de défense des droits, ne serait-ce que... on va utiliser un grand mot, la lutte des classes, mais les travailleurs ont fait du sabotage, ont refusé de travailler. Aujourd'hui, on appelle ça la grève, mais à l'époque, ce n'était pas forcément légal. Mais ça leur a permis d'obtenir des droits à la fois pour eux, travailleurs, pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi pour s'exprimer politiquement, que ce soit reconnu et que ça engage une discussion avec, en l'occurrence, leur patron. Et je pense que du coup, le parallèle peut se faire tout à fait aujourd'hui avec la désobéissance civile qui, je pense, a un objectif d'ouvrir la discussion, d'imposer des thématiques aussi à l'agenda politique et médiatique, de se faire entendre. Et moi, ça me tient particulièrement à cœur de faire ce lien aussi entre, on va dire, lutte des classes et écologie, puisque il y a un intervenant qui a dit ça hier et j'ai trouvé ça très bien dit, c'était en fait la question écologique est une question de société, d'organisation de nos sociétés. Et là-dedans, on ne peut pas non plus oublier notre histoire qui a permis l'organisation de nos sociétés aujourd'hui. Donc on parle de lutte, de désobéissance civile, mais à Dernière Rénovation, vous préférez parler de résistance civile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et à quoi ça correspond ? Oui. Comme ça vient d'être dit, nous on associe plus la désobéissance civile plutôt au premier volet que tu as exposé, à savoir le fait de désobéir à une loi que l'on va trouver injuste, une loi ou une obligation quelconque, celle de payer ses impôts, c'était le cas de Sorow à l'époque. Donc c'est plus, on voit plus la désobéissance civile, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le conçoit, comme des actions individuelles ou des actions qui visent à désobéir à une loi qu'on trouve injuste ou à un dispositif qu'on trouve injuste. La résistance civile, ça va englober de façon plus large une culture de résistance et un éventail assez large de modes d'action, de répertoires d'action qui vont avoir pour objet de résister face à un ordre injuste de façon plus générale.
Donc c'est la nuance un petit peu qu'on fait entre résistance civile et désobéissance civile. On préfère parler de résistance civile pour englober plus de modes d'action, plus de possibilités d'action, et pour faire le lien aussi plus facilement avec d'autres modes de résistance, comme par exemple effectivement les grévistes ou d'autres qui peuvent lutter aussi pour des droits sociaux par le mode d'action de la grève par exemple, ou d'autres. Donc c'est une façon de s'inscrire dans un mouvement un peu plus général, de parler de résistance civile. Merci beaucoup. Vous avez une autre approche, la scientifique à rébellion. C'est vrai que les scientifiques, on a plus cette image d'Épinal de personnes en blouse blanche à lunettes dans son laboratoire. Et ces personnes en blouse blanche et à lunettes se mettent à sortir dans la rue ou à s'accrocher à des voitures. Est-ce que, quelle a été finalement la motivation des scientifiques de sortir de leur laboratoire pour rejoindre des actions directes, donc non violentes, de désobéissance civile? En premier lieu, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pousser à quelqu'un à passer à l'action, et c'est vraiment très difficile à détricoter les différentes influences. Mais en tout premier lieu, on est des êtres humains. La peur, en fait. On a peur, on est désespéré, on ne sait plus quoi faire, ça a été dit. On ne sait vraiment plus quoi faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même toute une dimension aussi, quand même un sentiment fort de responsabilité, au moins à deux titres. Un premier titre, c'est qu'on est dans une situation inédite. En fait, ce qui est en train d'arriver et ce qui va nous arriver, c'est quand même par la science qu'on le sait. Le consensus, il est scientifique. Bon, et maintenant, on sait bien que maintenant le problème, il est plus scientifique depuis longtemps, il est politique. Ça, c'est super important de le rappeler, même si c'est toujours important qu'il y ait des scientifiques qui continuent à documenter, réduire les barres d'erreur, etc. Ça fait longtemps que c'est plus scientifique. Et la deuxième responsabilité, c'est qu'on sait aussi que c'est une société qui est technophile, qui est reposée sur la science, qui est scientophile vraiment quelque part. Hein. Il y a quand même un certain engouement pour la science et ce qu'elle est capable d'apporter, au moins en termes d'outils techniques. Ce serait bien que maintenant, on apprenne aussi à voir les mauvaises nouvelles en plus des bonnes nouvelles de la science et qu'on sache en faire quelque chose. Et là, il y a un moment où la plupart des scientifiques, effectivement, des premiers de la classe, en blouse blanche ou pas, en vrai, moi, dans mon laboratoire, je ne porte pas de blouse, qui est seulement en action. Il y a quand même ici, en termes de responsabilité et aussi en termes de sens qu'on donne à notre métier, on est en perte de sens totale, que ce soit directement les climatologues, les biologistes qui documentent l'effondrement, la destruction du vivant et les inégalités qui vont avec, qui accumulent des rapports qui ne sont pas du tout pris en compte et qui sont bafoués quotidiennement dans les médias, par les pouvoirs politiques, etc. Et aussi une perte de sens sur le fait que, moi par exemple j'enseigne dans une école d'ingénieurs dont l'existence historique elle est quand même essentiellement de former des ingénieurs à aller alimenter les industries, donc des cadres moyens d'industrie. La plupart de mes étudiants, encore aujourd'hui, leur modèle de vie, de société, c'est je suis relativement bonne note en maths, je vais aller avoir un bon diplôme pour me battre sur le marché du travail, je vais aller travailler chez l'entreprise qui m'offre le plus, et c'est encore ça le modèle dominant. Face à ça, il y a une perte de sens totale. Et donc en fait, ce qui a été rompu, c'était cette idée, et sur laquelle, depuis au moins les Lumières, on a cette idée positiviste de la science à travers la rationalité. Il y a un développement de l'individu qui se fait, que la science, en fait, elle est pour le bien commun. En fait, là, ça fait un petit bout de temps que c'est plus le cas du tout. Donc cette espèce de contrat, donc c'est pas un contrat social explicite quand on devient scientifique, on signe pas un contrat social comme celui-ci, mais cette espèce de contrat social implicite qu'on a quand on veut faire de la science, là aujourd'hui, il est complètement rompu. Donc en fait, en tant que scientifique, quand on réalise ça, on se dit il faut que je fasse quelque chose, donc je sors. Donc l'action directe, effectivement, est effectivement pratiquée par Scientifique à Rébellion, dernière rénovation. Il y a aussi d'autres moyens de faire des climations. Léa Falco, du coup, peut-être en parallèle, pour un réveil écologique, vous ne pratiquez pas les actions directes de désobéissance civile. Pourquoi ce choix et quelle est la position finalement pour un réveil écologique vis-à-vis de la désobéissance civile? Alors, on ne pratique pas en tant que collectif. Ensuite, nos membres peuvent faire évidemment absolument ce qu'ils veulent s'ils ont des engagements multiples dans d'autres collectifs.
La raison pour laquelle on ne fait pas de désobéissance civile, c'est que dans une perspective justement de sciences politiques et de sociologie de l'action publique, vous avez un système d'acteurs qui est complexe et vous avez des acteurs qui doivent en convaincre d'autres de faire des choses qui auront des incidences sur d'autres acteurs. Donc tout est en interaction. Et la manière de pouvoir réussir à mener des campagnes sans vouloir le faire exprès ensemble, c'est en fait de réussir à accorder de manière plus ou moins tacite les répertoires d'action collective de tout le monde. Et donc, ce que fait la désobéissance civile, c'est élargir la fenêtre d'Overton sur un des côtés. Et donc rendre audible, par décalage de cette fenêtre d'Overton, donc ce qui est entendable, ce qu'on entend aujourd'hui dans la société, des voix qui ne l'étaient pas auparavant, et en partie la nôtre à Point écologique. J'ai reçu plein d'invitations à aller sur des plateaux ou dans des radios au moment où les premières campagnes de dernière rénovation ont commencé, probablement parce qu'ils flippaient d'inviter dernière rénovation en pensant qu'ils allaient se coller dans le studio, peut-être. Et quelqu'un l'a fait en Grande-Bretagne, je pense, et j'ai trouvé ça brillant parce que c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est me dire je ne pars pas tant que vous ne m'écoutez pas. Et je pense qu'ils ont eu peur. Donc systématiquement, je donnais le numéro de la personne de dernière rénovation qui gère les relations presse et les relations publiques, au cas où ils veuillent les contacter directement, et jamais ils ne les appelaient, et ils appelaient des acteurs comme nous, qui sommes réputés, sinon audibles, au moins moins radicaux. Et le mot radical ne veut absolument pas dire ce qui est en permanence étalé dans les médias. Mais eux, ils appelaient ça radical. Je ne pense pas que ce soit le mot. Mais on était donc invités pour parler de la forme, parce qu'on nous demandait, oui, on essayait de nous piéger en nous demandant, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, quand même, ça a l'air d'être des afro-gauchistes, tous ces gens-là qui s'allongent par terre. Et donc tout l'enjeu était de pouvoir faire réaliser d'une part que aujourd'hui on a un problème de système médiatique qui fait qu'on s'intéresse à la forme, et qu'en plus si on commence à s'intéresser au fond, le sujet n'a plus d'importance pour une partie des médias, parce que ce qui plaît, c'est une partie de sensationnalisme, effectivement, une partie d'instantanéité, une partie de réaction des pouvoirs politiques et des pouvoirs partisans sur la forme, justement, avec une forme de criminalisation progressive de la désobéissance civile qui est extrêmement dommageable pour toutes les formes de vie en société et en démocratie. Et donc réussir à essayer de remettre le focus sur la forme n'est pas forcément évident. Et du coup, l'approche que nous, on prenait quand on allait sur les plateaux, c'était de dire, si vous n'aimez pas les mouvements de désobéissance civile et que vous voulez qu'ils disparaissent, il est temps de parler du fond et de pouvoir vraiment agir sur le fond. Parce que foncièrement, je pense que les militants écolos et les gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement sont les gens qui ont envie d'être au chômage le plus rapidement possible. Donc c'était vraiment ça l'idée. C'était à partir du moment où on commence à agir avec conséquence et à parler de ces sujets-là, vous allez peut-être voir une décrue de ce phénomène. Et c'était assez marquant sur un plateau. On m'a dit, oui, mais nous, on n'a pas envie qu'ils disparaissent. Non, c'est ça le problème. C'est parce qu'on est dans un système d'infotainment qui fait qu'on a envie de voir la forme de l'action et pas son fond. Et y compris sur des actions comme celle-là, où on aurait pu avoir une discussion sur la mobilité, sur le rôle et la place de l'automobile et de la mobilité individuelle dans nos vies quotidiennes, la focale, c'est plutôt le mode d'action, ce qui est considéré comme raisonnable et ce qui est considéré comme ne l'étant pas. Voilà, se coller la main sur une voiture, c'est considéré comme n'étant pas raisonnable. Aller sur un plateau pour en parler ou écrire des notes, tranquillement, comme nous on le fait sur nos canapés, c'est considéré comme raisonnable. Et donc c'est les gens qui sont raisonnables à un moment qui sont invités. Et donc comment est-ce qu'on fait pour s'organiser collectivement dans ce système d'acteurs ? C'est ça. On essaie en tout cas c'est ce que nous on fait, on essaie de repérer les endroits où on peut aller porter le message de fond de gens qui font de la désobéissance civile et qui, à cause de cette vitrine médiatique, ne percolent que sur la forme. Je profite juste... J'en profite juste pour vous indiquer que nous avons la chance en avant-première d'avoir le livre de Léa Falco, Faire écologie ensemble, qui sortira en librairie le 23 juin, et nous avons la chance de l'avoir en avant-première ici, donc n'hésitez pas. Bravo Léa. Oui. Et pour y voir un petit peu plus clair sur les profils et les types d'activistes, est-ce qu'il y a un profil type finalement des activistes d'action directe, et est-ce que la jeune génération est finalement porteuse de ces mouvements ? Léa Falco, pardon. Alors, est-ce que la jeune génération est porteuse ? Dans ce système d'acteurs-là, étant donné qu'on a une fenêtre d'opportunité sur la question climatique
qui est encore ouverte pour quelques années, c'est-à-dire que, étant donné qu'on sait que nos émissions actuelles ne déterminent que dans une certaine mesure les températures à venir, on peut encore assez largement agir. Donc on a une fenêtre d'opportunité, et le rôle des jeunes activistes là-dedans, c'est en fait pas de pouvoir réellement saisir les rênes et changer les choses, puisqu'on n'a pas le temps d'arriver au pouvoir ni de manière politique, ni de manière professionnelle dans des positions de cadre ou de gens qui ont vraiment des pouvoirs dans les organismes dans lesquels ils travaillent. Et donc le seul rôle qu'on peut avoir à ce stade-là en tant que jeune, c'est un rôle quasi identitaire de déclencheur. Et donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire nous à Pour un rêve écologique. Quand on a écrit le manifeste en 2018, c'était un texte qui disait qu'en somme, nous, étudiants de grandes écoles, et c'est la partie qui est importante, étudiants de grandes écoles, on n'allait pas aller travailler dans des boîtes qui ne respectaient pas nos convictions personnelles et en l'occurrence environnementales. Et l'écho qu'on a eu était en partie dû au fait que on était des étudiants de grandes écoles et donc on était des CSP+. Et donc les parents, en moyenne des gens qui avaient signé ce manifeste-là, étaient journalistes, éditorialistes, cadres, ils étaient engagés dans des endroits dans lesquels c'est des formations très CSP+. Et donc ça a eu un retentissement que ça n'aurait peut-être pas eu si ça avait été des étudiants en DUT ou des étudiants en université. Ce qui est dramatique, mais on s'est dit qu'on voulait retourner ce stigmate-là et dire, nous qui théoriquement profiterions parfaitement du monde tel qu'il est, on ne l'accepte pas parce qu'il y a un problème qui dépasse les classes et qui dépasse les générations et qu'il va falloir absolument réussir d'une manière ou d'une autre à transformer ce système-là. Et donc c'est un peu donc le profil type aujourd'hui des gens que nous on a en tout cas pour un rêve écologique, c'est un peu ça, ce qui donne une crédibilité un peu différente en fait. On arrive à s'adresser à des gens qui ne voudraient pas parler à Dernière Rénovation ou à Scientist Rebellion parce qu'ils pensent que encore une fois c'est de dangereux extrémistes et que ils vont leur lancer des ananas dessus. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais en tout cas nous on arrive à accéder à des endroits pour pouvoir porter cette parole-là et les objectifs qui sont en fait communs, je pense, à la plupart de nos mouvements, qui sont de réussir à accéder in fine à une société écologique dans laquelle personne ne crame, ou le moins possible, et dans laquelle on vit aussi bien que possible. Et donc aujourd'hui, il y a aussi une vraie question, je pense, à se poser dans la manière dont, au-delà de Pour un rêve écologique, dans l'écosystème climat, on expose les militants ou pas. Parce que c'est au-delà de simplement pas se suffire d'avoir des militants jeunes, c'est aussi pas se suffire d'avoir des militants CSP+, ce qui est une vraie question, et donc de pouvoir montrer où cette société écologique elle nous mène, où est-ce que nos revendications elles nous mènent, comment ça profite à tout un tas de gens, et comment est-ce qu'on crée cette coalition d'intérêts qui dépasse simplement le fait d'être jeune, ou le fait d'être moins jeune, ou le fait d'avoir des sous ou de ne pas avoir de sous, et donc montrer que cette coalition d'intérêts, elle profite au plus grand nombre, par tout un tas de manières, qu'on a des co-bénéfices importants en termes de santé, en termes d'objectifs de vie, en termes de milieu dans lequel on évolue, en termes de temps libre peut-être, pour ses proches ou pour faire ce qu'on aime. Et donc construire cet arc-là, aujourd'hui je pense que c'est la tâche première et principale des militants climat, ce qui implique qu'on redéfinisse collectivement, sinon nos modes d'action, au moins la manière dont on les fait interagir les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours très intéressant qu'on ait ces discussions-là, parce que c'est aussi la manière de voir où on peut s'insérer les uns et les autres dans des endroits auxquels on n'arriverait pas tout seul en tant qu'entité individuelle. C'est vraiment cet arc-là qui doit se construire progressivement et qui est en cours de construction, mais qui va nous mener quelque part, parce qu'on va réussir à intégrer ces sphères-là de la société dont on a besoin pour faire un changement, enfin fondamentalement sur la théorie du changement. Moi je rejoins assez la théorie du changement de Dernière Rénovation, de dire l'acteur qui impulse la transformation écologique, c'est l'État. Et donc comment est-ce qu'on fait en sorte, c'est pas si simple que ça évidemment, tout le monde va devoir s'y mettre et il va falloir faire ça de manière un peu subtile, mais comment est-ce qu'on fait pour que, in fine, on ait des pouvoirs publics et des gouvernements qui aient fortement, puisqu'on vit en démocratie, et qu'on aimerait bien y rester, aient besoin de réaliser ces transformations structurelles-là qui nous permettent d'accéder à une société écologique, et c'est par l'addition progressive de petits engagements individuels et collectifs qui, à la fin, forment un tout suffisamment grand pour pouvoir peser sur ces décisions-là. Et donc c'est le travail qu'on a à faire, je pense, aujourd'hui tous collectivement. Il y a donc plusieurs enjeux, donc si je comprends bien, les clivages intergénérationnels, les clivages sociaux, et il y a un autre clivage qui est celui finalement des modes d'action employés, notamment vis-à-vis des actions qui sont violentes, ou en tout cas dites violentes, même si c'est difficile de le définir. Bertrand Caltagirone, est-ce que vous pourriez nous indiquer peut-être, votre avis en tout cas, est-ce que la lutte écologique dite violente dessert la cause écologique ?
Alors, en préambule, pour répondre à cette vaste question, l'intitulé de la conférence, c'est la désobéissance civile est-elle inévitable ? Pour répondre à ça, à cette question, je dirais qu'il y a une chose qui est inévitable. Si jamais on continue dans la direction dans laquelle on va, c'est-à-dire si on continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il y a une chose qui est inévitable, c'est l'effondrement de nos sociétés. Le niveau de violence auquel on va être confronté s'il y a un effondrement de nos sociétés, on n'est pas capable, nous, ici, d'en avoir pleinement conscience. Parce qu'on n'a pas connu ça, et tant mieux, et on aimerait que ça continue ainsi. Et cette violence-là, c'est celle qui nous effraie tous quand on s'engage, et en réalité, c'est contre elle, par anticipation, qu'on se bat, lorsque aujourd'hui on choisit de résister contre un ordre social et économique qui est climaticide, qui est écocide, et qui finalement est génocidaire. Donc, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel mode d'action, nous, si vous voulez, si on a choisi des modes d'action non violents, c'est-à-dire qui ne s'en prennent pas directement à des personnes ou qui ne menacent pas l'intégrité physique des personnes, si on a choisi ça, c'est pour des raisons, bien sûr il y a une dimension éthique, mais c'est surtout pour une raison tactique, qui est de dire les actions non violentes, ça va mettre l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics et aussi la justice dans une situation de dilemme. Soit ils vont actionner une répression pour réprimer ces actions non violentes, auquel cas il y aurait un risque fort de perdre en crédibilité dans leur message de lutte contre l'environnement, aussi de perdre en crédibilité dans un contexte en France où l'État est lui-même condamné pour une action climatique. Donc réprimer des mouvements non violents qui seraient engagés pour ça, ça induirait un paradoxe, en tout cas ça induirait un dommage réputationnel pour les pouvoirs publics qui serait trop gros. Et donc le dilemme il est entre cette voie-là ou finalement accepter, entendre nos revendications, et nous on fait tout justement à Dernière Rénovation pour en tout cas que le pouvoir public ne soit pas indifférent à nos revendications, en escaladant de plus en plus nos actions, en ayant de plus en plus de monde sur action, et en innovant aussi sans cesse dans nos modes d'action. Après, les mouvements qui choisissent d'autres tactiques, donc des tactiques que les médias vont qualifier de violentes, mais en fait, généralement, il s'agit de tactiques de désarmement, d'installation, d'infrastructures, qui causent directement ou indirectement la mort de plusieurs milliers de personnes et de millions de personnes à l'avenir. Donc là encore, où est la violence exactement ? Donc, moi, c'est un autre choix tactique qui peut avoir ses désavantages, son avantage. Nous, éthiquement, on est opposé à ce qu'il y ait des atteintes aux personnes. Maintenant, dans le droit français, il faut bien comprendre que, contrairement à l'usage médiatique qui est fait du terme de violence, dans le droit pénal français, on ne parle de violence que lorsqu'il y a atteinte aux personnes physiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Donc voilà, donc cette question des modes d'action, de la violence, de est-ce que c'est bien le bon niveau, etc. Mais même quand on fait des actions non violentes, parfois on nous dit mais vous dérangez les gens, pourquoi vous allez là et pas ici, pourquoi vous allez ici et pas ailleurs. Mais en réalité, c'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on est capable de faire individuellement, collectivement, pour agir à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on se met à la hauteur de la situation historique dans laquelle on est ? Et cette situation historique, ce qui est en jeu, c'est pas, c'est pas une petite augmentation de ceci ou cela. Ce qui est en jeu, c'est la vie de milliards d'êtres humains. C'est des pans entiers de la planète qui risquent de devenir inhabitables. Et n'y a-t-il pas plus grande violence que finalement rester indifférent et passif face à cela ? C'est la question, moi, que je voulais poser. Hugo Raguet, je vais vous laisser répondre à cette même question. Ouais, je sais pas combien de temps j'ai, mais j'ai un peu envie d'ouvrir la fenêtre d'Overton, la fameuse fenêtre là, dont on parle depuis le début. Que dans ma compréhension, c'est en gros l'éventail des discours qu'on peut avoir tout en considérant qu'on est acceptable socialement. Dans cette fenêtre d'Overton, je ne sais pas s'il y a la notion aussi de familiarité avec le sujet dont on parle. Là, typiquement, je voudrais tirer un petit peu vers la familiarité, justement, la notion de la résistance.
vers la notion de la lutte. Je reprends un petit peu le parallèle sur la lutte des classes. Il y a deux éléments fondamentaux, j'ai envie de souligner, avec la lutte pour la préservation de l'environnement et la lutte des classes. C'est déjà sa dimension internationaliste. Là, de la même manière que la lutte des classes, pour pouvoir se libérer du joug de la grande bourgeoisie, il faut que les prolétaires s'unissent en dépassant les nationalismes locaux. Là, c'est pareil. On est tous concernés, même si malheureusement il y a des pays qui seront plus vulnérables que d'autres. C'est la planète entière qui est concernée, à peu près au même titre. Et il n'y a qu'en dépassant nos nationalismes locaux qu'on va pouvoir résoudre le problème. Hein. Et donc ça doit faire écho avec des remarques qui ont été déjà énoncées sur la militarisation, la guerre, etc. Oui, mais les Chinois, effectivement, ça ouvre quelque chose que je n'ai pas le temps de traiter tout de suite. Donc il y a ce parallèle-là. Et le deuxième parallèle, c'est en fait, c'est qui, du coup, dans cette lutte c'est qui nos ennemis dans cette lutte? Là, je pense que c'est vraiment pas assez souligné, et je pense qu'ici, les gens sont pas assez familiers avec la question. Les gens sont très familiers avec les mécanismes physiques du climat, avec leurs conséquences, les biais financiers qu'on pourrait utiliser, mais par contre, ils sont pas assez familiers en fait, avec la notion de c'est qui nos ennemis. Je voudrais juste souligner 2-3 choses à ce propos-là. En fait, là, je suis obligé d'être un peu grossier, de poser grossièrement deux extrêmes. Et pour poser cet extrême, je suis obligé de tempérer un tout petit peu l'idée là de l'effondrement total. Le consensus scientifique, il n'est pas encore sur l'effondrement total. On ne sait pas encore exactement. Effectivement, il y a une crise existentielle pour l'humain. Il peut disparaître à horizon, à la fin du siècle, c'est possible. Mais ce n'est pas encore ce qui est le plus probable, pour plein de raisons. Pour pouvoir continuer en fait, à saccager la planète comme on le fait, il faut avoir une organisation sociale qui implique des milliards de gens. Et en fait, cette organisation sociale, elle va effectivement s'effondrer, c'est sûr. Mais du coup, après, on sera plus capable en fait, de saccager la planète. Donc quelque part, il restera des groupes d'humains hirsutes qui continueront à vivre. Ce ne sera pas beau à voir, mais ce qui est super important de comprendre, c'est que nos ennemis, quelque part, par exemple ce matin, ou même tout à l'heure, la conférence sur la désinformation, on parlait un peu d'Elon Musk. Cette personne d'Elon Musk, tout le monde ici a un peu l'impression que, oui, cette personne-là, il veut vraiment favoriser la désinformation. Hein, on l'a dit sur son Trust GPT, on l'a dit sur sa manière de gérer Twitter, etc., que sa manière d'être technosolutionniste à outrance, en dépassant en fait tout ce qui est censé. Alors cette personne, est-ce qu'il n'a pas compris qu'elle allait avoir l'effondrement ou est-ce qu'en fait c'est quoi? Non, il y a une cohérence à avoir en se disant je fais partie des gens suffisamment privilégiés qui pourront continuer à profiter du système le plus longtemps possible, peut-être sur encore des centaines d'années. Et après, donc la plupart des êtres humains, même les mieux intentionnés, ils ne vont pas au-delà. Hein. Ils penseront éventuellement à leur génération future, mais pas beaucoup plus loin. Donc c'est super important de comprendre que ce qui va se passer, ce que la science est capable de documenter, c'est effectivement en fait, une énorme perte de ressources sur notre capacité en fait, à continuer à nous nourrir, sur notre capacité à continuer à extraire des biens fondamentaux pour pouvoir se loger, etc. Ça c'est bien documenté. Sur les conséquences sociales que ça va avoir, on peut commencer à quantifier effectivement les trajectoires actuelles. On en est à bientôt 1 milliard de réfugiés climatiques prévus entre 2030 et 2035. Ce milliard de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rester à crever tranquillement chez eux? J'en doute très très fort. Donc effectivement, les premières désorganisations sociales vont commencer à avoir lieu. La nomenclatura du système dominant, pour pouvoir continuer à profiter en fait, de cette technologie, de ce niveau de vie qu'ils veulent conserver à tout prix, ils seront obligés, manu militari, de forcer les populations à continuer à extraire et à produire pour leur compte. Donc on va avoir un retour du système de l'esclavage, et ça va être, contrairement à ce qu'on a vu au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ça va être au niveau mondial, globalisé. Ça va être l'esclavage au niveau mondialisé. Ça, c'est une vision qui est cohérente. C'est possible. On peut garder, avec le bon système de répression policière, avec la bonne organisation, on peut avoir une classe dominante, entre 10 et 1% des gens, qui exploitent le reste de la planète pour avoir continué ce niveau de vie. C'est possible, c'est une vision cohérente. Et il y a des gens qui sont de ce côté-là. Alors évidemment, de l'autre côté, de cette espèce de ligne que je voulais tracer de façon un peu grossière, il y a plein de gens qui, eux, au contraire, non seulement ils ont compris ce problème-là, et ils se sont dit, moi, je voudrais plutôt jouer la carte de la collaboration, notamment en passant par un mode de vie du coup différent, plus sobre. Et en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à l'expérimenter, ils l'ont touché du doigt. Alors évidemment, dans nos sociétés, c'est très difficile. Je peux pas, même si je fais énormément d'efforts au quotidien pour essayer de vivre sobrement, je ne peux pas me prétendre aujourd'hui savoir à quoi va ressembler la vie sobre de demain, parce que je suis dans une société d'abondance. Mais je l'ai touché du doigt, j'ai vu à quoi elle ressemblait, j'ai vu que c'était une vie formidable, une vie pleine d'émotions, une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue.
Et donc en fait, comme je sais que c'est une belle vie, je vais tout faire pour me battre pour que c'est cette vie-là qui s'impose. Et le truc, c'est qu'on n'est plus dans un cas où c'est une question d'opinion. On peut être d'un côté, un esclavagiste, et de l'autre côté, penser qu'on va essayer de jouer la carte du collectif. En fait, c'est plus... Ce que la science dit, c'est que c'est pas possible. En fait, c'est l'un des deux. Ça peut pas être les deux. Donc il n'y a pas la place pour les deux. Donc là, il y a un vrai conflit d'intérêts qui est très fort. Et ce conflit d'intérêts, quand on commence à être un peu plus familiarisé sur cette lutte des classes-là, en fait, on commence un peu mieux à lire ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la violence, elle était déjà là depuis très longtemps. Hein. La violence, je veux dire, quand on arrive sur un territoire nouveau, qu'on chasse les peuples premiers du territoire pour pouvoir récupérer les ressources qui sont dessus, quand on fait travailler les enfants dans les mines, quand on détruit les écosystèmes à l'étranger pour pouvoir se prévenir chez nous, la violence, elle est déjà là. Hein. Mais là, ça va beaucoup plus loin. D'accord, on est vraiment dans, je vous dis, hein, c'est vraiment, je joue la carte de l'esclavage et je serai du bon côté, c'est vraiment ça. Et bien sûr, la population mondiale, elle se situe pas là ou là, hein, c'est pas dichotomique, c'est pas juste manichéen, mais par contre, on peut déjà identifier des acteurs qui sont d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est super important à comprendre. Et ces acteurs, ils ont fait des choix et aujourd'hui, c'est eux qui sont aux commandes. C'est super important de le comprendre. Et les gens qui jouent la carte de la naïveté, s'il vous plaît, ça c'est pareil, ça il faut arrêter d'être naïf. Je veux dire, quand le président de la République française se dit en début 2023, dit qui aurait pu prédire la crise climatique. Non mais s'il vous plaît, rigolez pas, s'il vous plaît. C'est vraiment, vraiment important. Vous avez tout un tas d'experts qui dénoncent la déconnexion des politiques avec les connaissances scientifiques. Vous avez Valérie Masson-Delmotte, et franchement, je ne veux pas l'accabler, qui est une personne formidable, hein, je veux dire, la meilleure d'entre nous. Hein, elle travaille sans relâche, hein, avec tout l'engagement possible. Qui dit à Libération, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour être mieux comprise. Non mais à quel niveau de naïveté on est pour croire qu'ils n'ont pas compris le problème? C'est ça ma question. À quel niveau de naïveté on est pour croire qu'ils n'ont pas compris le problème? Et ça, c'est super important à comprendre en fait. C'est que là, il y a des gens qui sont déjà prêts à user de la violence. Ils l'ont fait jusque-là dans des espaces géographiques autres que chez nous. Maintenant, ils le font aussi chez nous. On voit le début de la répression, la mise en place de lois qui vont permettre de faire de la répression contre les gens qui veulent justement, qui voudraient demander l'autre projet de société, celui dans lequel on collabore, celui dans lequel on reste avec des milliards d'humains à collaborer dans une société plus sobre. Ils vont tout faire pour pas que ça arrive et ils vont le faire manu militari. Et ils ont montré qu'ils avaient mais aucune limite à ça. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Ils l'ont toujours fait. Et tous les grands projets de société, tous les grands changements de société, ils se sont toujours faits dans la violence, mais la violence extrême. Je suis désolé, c'est super important. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Oui, on va enchaîner. On pourrait vous écouter encore longtemps, mais... et donc, il y a une réaction pénale aussi vis-à-vis de ces climations. On va en parler un petit peu. Par exemple, récemment, en Angleterre, il y a 2 activistes de Just Stop Oil qui ont été condamnés à 3 et 2,5 ans de prison pour avoir bloqué un pont et causé 36 heures de bouchon. Le juge a justifié d'une telle condamnation pour dissuader les autres activistes de recommencer. Bertrand Caltagirone, je suis désolée. Bertrand Caltagirone, qu'est-ce que vous pensez d'une telle décision ? Nous, c'est quelque chose auquel on s'attendait, bien sûr. On n'est pas tombé des nues. Là, l'action dont vous parlez, c'est une action donc, sur un pont. Donc, il y a 2 personnes qui ont escaladé un pont, les suspensions d'un pont, et qui ont réussi à bloquer le pont pendant près de 48 heures. Ça fait suite à une campagne Just Stop Oil qui a pendant de longues semaines bloqué des raffineries, qui s'est fait connaître en France parce qu'il y a des activistes qui ont jeté de la soupe sur un tableau Van Gogh, qui ont fait beaucoup de blocages de routes aussi, des blocages d'autoroutes. Donc c'est une campagne qui a mobilisé des milliers de personnes. Et si vous voulez, en Angleterre, il y a un historique de désobéissance civile, de résistance civile qui est un peu plus vieux. C'est là-bas que, enfin en tout cas sur les questions climatiques, le renouveau avec Extinction Rebellion, c'est né de là-bas. Et le gouvernement, progressivement, a mis en place des lois de plus en plus répressives pour effectivement museler ces activistes, et même pour pouvoir intervenir en amont de leurs actions et faire des perquisitions ou mettre en prison même des personnes qui organisent ces actions. Donc on voit bien que dans plusieurs pays, il y a des systèmes répressifs de plus en plus poussés qui se mettent en place. Nous, en France, on voit qu'il y a eu des réactions déjà par rapport à nos modes d'action. Donc il y a des nouvelles lois qui sont passées pour sanctionner plus rapidement
Par exemple, les blocages de route qu'on a fait en France avec Dernière Rénovation. D'autres lois qui sont passées aussi pour sanctionner de façon plus rapide et pour nous empêcher justement de passer devant un juge, d'avoir un droit à la défense, etc. Des lois donc, qui sont passées pour sanctionner plus directement, sans procès, les personnes qui interrompent des événements sportifs. Donc ça, on voit bien aussi qu'il y a un petit peu la peur par rapport au JO 2024 qui arrive. Donc on voit bien que tout ça se met en place. Il y a ce que vous évoquiez au début, les soulèvements de la Terre, le projet de dissolution des soulèvements de la Terre, auquel certains voudraient nous associer aussi, puisque là on a été convoqué à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les actions des soulèvements de la Terre. Donc on voit bien effectivement qu'on essaye aussi avec des mots comme écoterrorisme, etc., de légitimer de plus en plus la répression et de mettre dans un même sac un peu tout le monde pour s'en débarrasser, pour museler la résistance. Nous, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait, c'est quelque chose à laquelle on est préparé. La plupart des gens qui militent, qui prennent des risques, les prennent en conscience et sont prêts aujourd'hui à faire, pour certains d'entre eux, de la prison par rapport à leurs actions. Pour nous, ça fait partie du combat, ça fait partie de la continuité du combat, et on sait malheureusement qu'on va devoir passer par là, en partie, pour parvenir à nos fins. Et vous aviez un petit message à passer rapidement, Hugo Raguet, je crois. Merci beaucoup. Très rapidement. Ouais, très rapidement. C'est juste pour expliquer la photo là, qui est derrière. Cette personne, c'est Mike Lynch White, ressortissant britannique, qui est fondateur de Scientist Rebellion, la branche internationale. Aujourd'hui, donc, il est en train de purger une peine de 3 ans de prison. Je dois le dire quand même, c'est pas pour des actions qui sont directement en relation avec notre collectif. Par contre, il est face à de nouveaux procès, il va reprendre 18 mois de plus possiblement, là pour des actions qui sont directement sur nos préoccupations. Et aujourd'hui, sa peine de prison, il est en train de la purger presque pour rien, parce qu'on n'a pas eu les moyens médiatiques de vraiment la valoriser. C'est super important. Alors, il s'agit vraiment de gens qui sont complètement dévoués à la cause, qui sont des scientifiques, qui sont des gens brillants, qui sont en train de pourrir en prison. Mais moi, ça m'estomac complètement pour des actions qui sont vraiment purement dans l'intérêt de l'humanité, qui sont complètement désintéressées, et c'est pas possible, ça peut pas arriver. Franchement, je comprends pas que ce soit possible. On peut être un petit peu perdu quand on commence en tout cas des actions pour le climat. Comment on fait pour identifier les actions qui ont le plus d'impact ? Est-ce que vous avez la possibilité d'évaluer l'impact de vos modes d'action à Dernière Rénovation ? Ouais, alors ça c'est une très bonne question. C'est très difficile d'évaluer l'impact. En réalité, l'impact il devrait s'évaluer sur du très long terme. C'est très très difficile. Nous, on a plusieurs moyens. Déjà, il y a la question de la visibilité médiatique. Est-ce que nos actions sont visibles médiatiquement ? Est-ce qu'elles interpellent le public ? Est-ce qu'elles créent du débat ? Est-ce qu'elles placent en haut de l'agenda politico-médiatique nos revendications et nos thématiques ? Est-ce que l'urgence climatique est de plus en plus mise en avant, commentée, débattue ou pas ? Et donc là, de ce point de vue, on observe que les actions qu'on mène sont efficaces. Et c'est ce que tu disais aussi, Léa, tout à l'heure. C'est-à-dire que ça permet aussi, en plus, nous on est invités quand même de temps en temps dans les médias. Et surtout, nos actions amènent à ce que d'autres acteurs plus modérés, effectivement, soient invités dans les médias. Ça, c'est une première façon dont on peut apprécier l'efficacité de nos modes d'action. Ensuite, l'autre façon, c'est sur la mobilisation. Est-ce que nos actions inspirent des gens qui ont envie de passer à l'action, qui aujourd'hui ne savent pas quoi faire, sont désespérés parce qu'ils sont tout seuls chez eux, ils se renseignent sur la crise climatique, sur l'urgence climatique, sur l'urgence environnementale dans son ensemble. Et est-ce que ces gens-là, on arrive à aller les chercher, à aller les toucher, à les inspirer pour qu'ils ne soient plus tout seuls, isolés, à déprimer, mais qu'ils passent le cap et ils prennent conscience de leur puissance politique en s'engageant dans un collectif. Et ça, on observe que ça fonctionne très bien, nos actions. Dès qu'on a des grosses visibilités médiatiques, dès qu'on a des actions qui sont bien visibles, on a des afflux de gens qui n'ont jamais milité de leur vie pour beaucoup et qui viennent à nos réunions publiques et qui veulent faire participer à nos actions. Et ensuite, il y a d'autres moyens aussi d'évaluer. Nous, par exemple, ce qu'on revendique, c'est la rénovation énergétique. Donc on peut voir, est-ce que ce qu'on fait, ça a un impact sur la rénovation énergétique ? Ce qu'on a pu quantifier, c'est le fait que dans les médias, depuis qu'on a commencé nos actions, on parle 3 fois plus de rénovation énergétique.
Alors c'est une corrélation, c'est pas une causalité, donc je peux pas dire que c'est vraiment lié à ça. Il y a la crise énergétique aussi qui est passée par là, mais quand même, enfin, c'est un truc qu'on a pu quantifier. Autre chose qu'on a pu observer, là c'est plus des témoignages, c'est d'autres acteurs qui sont des acteurs du plaidoyer plutôt, qui font du plaidoyer en matière de rénovation énergétique. Il y en a beaucoup qui nous disent, grâce à vous, le sujet de la rénovation énergétique, ça intéresse un peu plus les politiques. Ils ont plus envie d'aller consulter des experts pour savoir quoi faire, quelles mesures prendre, comment améliorer les dispositifs en place. Donc ça aussi, c'est des témoignages qui viennent abonder dans le sens du fait que nos actions ont un intérêt, en tout cas une efficacité. Mais après, c'est l'histoire qui jugera si ça aura vraiment permis d'aboutir à un renversement de l'ordre actuel, parce que c'est ça qu'on vise. On peut pas, en matière climatique, il n'y a pas de demi-victoire. Si on a perdu, si on perd le climat, on perd le climat. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Donc, malheureusement, c'est l'histoire qui jugera pour ça. Parlons donc des médias, puisque c'était un indicateur pour vous. Anastasia Maga, est-ce que les médias et les réseaux sociaux ont une part de responsabilité sur la crédibilité portée aux différents modes d'action ? Et j'en profite aussi pour dire que vous êtes en train de rédiger un livre, il me semble, sur ce sujet, donc n'hésitez pas à en parler au passage. Oui, alors le livre, il va falloir que j'en reparle, c'est un brouillon, et comme j'écris une thèse en plus à côté, je vous dis pas l'emploi du temps. Non, sur les médias, tout à fait, je rejoins un peu ce qu'ont dit en fait mes camarades ici sur scène. Les médias traitent peu, de plus en plus, et surtout mal de la question écologique. Ça rejoint en fait le fait de traiter aussi les questions de désobéissance civile et les actions. Je rejoins tout à fait ce que disait Léa sur le fait qu'en fait, il commente davantage la forme que le fond. Donc, quelque part, il détourne un peu l'attention sur, par exemple, la violence. Donc, c'était par exemple le cas sur les Gilets jaunes, où à la fin, on n'entendait plus parler, ne serait-ce que des 10 propositions qu'ils avaient formulées ou de leur cahier de doléances, mais on discutait de si c'était plus ou moins légitime la violence qu'il pouvait y avoir, qui était exactement derrière ça, qui portait la violence, avec en plus souvent un positionnement qui est demandé aux personnes, où c'est très difficile de soutenir la violence parce que vous êtes quelque part acculé, mis dans un corner, et puis effectivement, en fait, quand il y a du mobilier qui est dégradé, des personnes qui sont blessées, c'est difficile de dire que tout ça est justifié. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut politiser, c'est-à-dire essayer de monter en généralité et regarder ce qui fait aussi système. Et peut-être là où moi je pense qu'il y a aussi entre guillemets une piste d'amélioration sur le fait que les médias présentent davantage de la forme que du fond. C'est par exemple sur une campagne de dernière rénovation, j'étais surprise, interview médiatique en cours d'action, et où ils expliquent bien l'urgence en fait écologique qu'il y a, mais finalement on parle très peu de rénovation. Donc en fait, quelque part, c'était un reportage plutôt positif. Même s'il y en a plein, où à chaque fois c'est très pour ou contre. On dirait un tu préfères être bloqué 2 heures pour aller au travail ou mourir dans un monde à 2 degrés de plus. Voilà. Mais du coup, sur ce reportage, qui était plutôt positif, finalement, il ne parlait pas du tout de rénovation. Et je me suis dit que c'était quand même un peu dommage parce que ce que vous défendiez n'était pas vraiment visibilisé. Et je pense que ça tient aussi un peu en partie à la manière dont les militants montent au front pour faire l'action, où en fait il y a un discours qui est prêt, qui est préparé, vraiment pour se mobiliser aussi de qu'est-ce qui nous pousse à faire ça. Donc quelque chose qui relève davantage de l'émotion et en fait, ce qui est tout à fait normal, parce que quand vous allez sur ce genre d'action, ça demande du courage. C'est le courage de dire non, d'y aller, d'engager son corps, sa responsabilité juridique ou financière. Donc c'est normal que quelque part ça joue sur ce registre pour les militants, mais ça participe aussi quelque part à ne pas parler vraiment des mesures en tout cas qui sont défendues. Et sur les questions des médias et des réseaux sociaux, pour essayer de conclure, moi je suis assez frappée là, du discours qu'il y a en ce moment sur les médias avec l'écoterrorisme, sur la médiatisation de Sainte-Soline est très grave. Parler d'écoterrorisme, de quoi parle-t-on ?
Enfin, je veux dire, ils n'ont pas posé de bombes, ils n'ont pas pris un camion pour foncer dans la foule, ils ont défendu un trou. Enfin, vraiment, replaçons les choses un peu dans leur contexte. Que compare-t-on ? Et c'est grave, les mots ont quand même un sens, et il faut les employer avec précaution. Et donc, je trouve que face à ça, en fait, face à quelque part ce discours médiatique où on parle beaucoup de violence, d'écoterrorisme, c'est des mots vraiment durs, je pense qu'il y a quelque chose aussi à penser au sein des mouvements, des organisations, et ils le font très bien, hein. Il y a vraiment toute une stratégie sur la communication, comment l'objectif c'est vraiment de massifier, toucher le plus de personnes. Et je pense que quelque part ça doit s'articuler aussi avec des discours qui sont peut-être un peu plus, qui motivent sur le fond l'action et pas juste sur l'émotion, même si c'est aussi un moteur très important. Oui, allez-y. Rebondissez. Ouais, je me permets de rebondir vite fait, mais oui, bah, après les médias eux-mêmes, ils nous posent pas de questions sur le fond. Ils nous demandent pas, bah alors, du coup, la rénovation énergétique. Après, ça dépend. Il y a des médias spécialisés qui nous ont contactés. Il y a des médias comme Bâti Actu, par exemple. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais qui sont spécialisés sur le bâtiment et qui nous ont contactés. Ils nous ont demandé ce qu'on pensait de la rénovation énergétique. Et en des termes assez techniques, on a pu déployer un peu notre argumentaire sur le fond. Mais la plupart des médias ne nous posent même pas de questions là-dessus. Après, il y a eu, par exemple, quand même un complément d'enquête sur les arnaques, sur les aides à la rénovation, où là, hop, les journalistes ont pu mettre en avant une action de dernière rénovation et interpeller la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui était interviewée à ce moment-là, dans le cadre de ce complément d'enquête, et l'interpeller en disant, bah alors, il y a ces militants qui disent... qui dénoncent l'insuffisance du système d'aide à la rénovation actuelle. Est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement ? Donc on arrive quand même à nous... parfois les médias nous rattachent quand même à notre sujet, mais ils ne jouent pas souvent le jeu d'aller nous interroger sur le fond, et c'est très difficile de l'amener quand on ne pose pas des questions là-dessus. Et je rajouterais juste pour finir que viscéralement, les gens qui s'engagent chez la rénovation, c'est vrai qu'ils s'engagent par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux peurs qui les animent, qui les traversent. Il y en a peu qui s'engagent pour le sujet de la rénovation en lui-même, il faut être honnête, même s'il y en a qui vivent en passoire thermique, qui peuvent aussi vivre ça dans leur chair profondément, mais globalement, c'est aussi ça qui les anime, donc c'est normal qu'ils aillent plutôt là-dessus, naturellement. Et en même temps, donc ces modes d'action directs ne conviennent peut-être pas aussi à tout le monde en termes d'action. Il existe donc aussi des actions indirectes. Léa Falco, peut-être vous pourriez nous expliquer et nous dire si les actions indirectes sont peut-être aussi un accélérateur de prise de décision politique. Je pense que les actions de dernière rénovation sont des actions indirectes, parce que tout ça a vocation à peser plus ou moins au même endroit, de manière différente, mais dans un même objectif. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la forme dans les médias, et c'est vraiment difficile. Et je me souviens d'un journaliste une fois qui nous a demandé, qui pensait peut-être qu'on faisait de la désobéissance civile, et qui nous disait oui, mais peut-être qu'il faut que vous changiez de méthode, c'est à cause de la forme de ce que vous faites que vous repoussez les gens. Et moi j'aurais dit mais moi je fais pas de désobéissance civile, j'écris des rapports, je suis à mon bureau tranquille, j'ai une tasse de café comme ça, j'écris des rapports. Donc, et il était ah oui. Au moment où j'écris des rapports, où nous on écrit des rapports à Point écologique, on nous invite pas, on n'en parle pas dans les médias. Donc ces mêmes médias qui ensuite nous disent, quand il y a de la forme, parler du fond, n'invitent pas pour parler du fond parce qu'il n'y a pas de forme. Donc sortir de cette quadrature du cercle, là, c'est pas du tout évident. La question d'ensuite, où est-ce qu'on agit, c'est... il y a quelque chose d'assez important, je pense, et c'est aussi en partie ce qu'a évoqué Hugo, qui s'appelle le modèle du déficit d'information. Je rejoins tout à fait le fait qu'aujourd'hui, la transformation écologique et la mise en place de la transformation écologique ne soit plus une question de physique. C'est plus une question du groupe 1 du GIEC, c'est une question du groupe 2 et 3 du GIEC, c'est-à-dire en gros de sciences sociales, en fait, globalement. Comment est-ce qu'on fait cognitivement, socialement, pour mettre les gens en branle, pour faire en sorte que les cadres légaux, financiers, économiques, législatifs s'imbriquent dans un monde compatible avec les limites planétaires.
Et donc le modèle de déficit d'information, c'est quelque chose qui aujourd'hui est constamment utilisé pour expliquer pourquoi les gens ne bougeraient pas. Et qui nous dit, vous avez une corrélation positive entre ce que savent les gens sur un sujet et les actions qu'ils prennent pour y remédier. Donc en gros, une fois que vous connaissez quelque chose, vous allez forcément faire ce qu'il faut pour résoudre le problème. Sauf qu'on vit dans un monde où il y a encore, je crois, 1 Français sur 6 qui fume, alors que ça fait 40 ans qu'on a des campagnes gouvernementales avec des photos horribles de gens qui ont des cancers et des trous dans la gorge. Et ce qui fonctionne sur la réduction de l'achat des paquets de cigarettes, c'est l'augmentation des prix. Donc on sait déjà depuis des décennies en sciences cognitives et en sciences comportementales qu'il ne suffit pas que les gens sachent pour agir. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir à côté tout un tas d'autres tactiques et stratégies pour parvenir à ce que les gens bougent. Il y en a qui savent très bien ce qui se passe et qui effectivement ne font rien parce que ça les arrange, voire qui entretiennent plus que le statu quo l'option inverse, c'est-à-dire aggraver la situation. Il y a aussi des gens qui, une fois qu'ils savent, se retrouvent soit paralysés, soit simplement privés de moyens, parce que c'est pas évident aujourd'hui en tant qu'individu de se dire où est-ce que j'agis et où est-ce que je mets mon énergie. Et donc, in fine, vous avez besoin de trouver autre chose que le simple besoin d'information qui passe par les médias, qui sera fondamentalement à un moment nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà du modèle du déficit d'information ? On trouve des choses pour lesquelles les gens vont vouloir avancer au-delà du climat, de la biodiversité, des sols, des pollutions, de tout ce que vous voulez. On trouve des horizons politiques, de société désirables qui englobent effectivement la sobriété dont parlait Hugo, pas seulement parce que ça va être une nécessité, mais aussi parce qu'on arrive à la rendre d'une certaine manière un projet de société vers lequel on a envie collectivement et démocratiquement, ce serait pas mal, d'avancer. Et donc ça passe par des co-bénéfices. Comment est-ce que tout ça se crée ? C'est cette myriade d'acteurs dans un système d'acteurs qui va essayer de piquer à quelques endroits. Et à l'endroit où Dernière Rénovation ou Scientist Rebellion pique, il faut qu'il y en ait d'autres qui puissent insuffler de la proposition autre. Parce que ça va être la forme qui va être retenue de Dernière Rénovation. Je ne sais pas si vous avez des chiffres de est-ce que les gens savent pourquoi Dernière Rénovation se mobilise ou pas, mais je ne suis pas sûre que dans la population générale, ce soit très clair. À mon avis, il y a un peu la manière dont fonctionnent les médias qui font qu'on ne peut pas capitaliser sur les informations que connaissent les gens, fait qu'à mon avis, il y a dans la population générale un espèce de gloubi-boulga sur ce qu'est la désobéissance civile, les raisons pour lesquelles elle se mène et les objectifs finaux. Et donc, pour dépasser ça, il faut réussir à offrir de la proposition concrète et à faire en sorte qu'elle arrive par différents canaux. Et donc, quand je parle de la coalition d'intérêts, ça veut dire qu'il faut qu'on récupère, par exemple, des agriculteurs qui portent des messages écologiques, parce que c'est pas là qu'on les attend. Il faut qu'on récupère des gens qui sont dans les métiers industriels, les métiers d'ouvriers qualifiés, et qui portent des messages écologiques à côté de messages sociaux. C'est pour ça que je pense que les syndicats ont une place fondamentale et vraiment importante dans les luttes écologiques. Parce que fondamentalement, effectivement, c'est des sujets qui sont intrinsèquement liés et qu'il faut réussir à décoller le nœud gordien aujourd'hui entre le social et l'écologique, alors que les deux vont de pair. Il va falloir des gens dans le système académique qui disent oui, nous, soit on sort de notre tour d'ivoire pour pouvoir vraiment se mettre sur le terrain parce qu'on constate qu'aujourd'hui notre efficacité n'est pas là-dedans, et il en faudra d'autres qui vont continuer les recherches, qui vont procéder en particulier en sciences sociales et en sciences humaines à des recherches pour comprendre comment est-ce que il y a des petits boutons sur lesquels il faut progressivement appuyer pour que les sociétés se mettent en branle. Et donc tout ça, ça va faire en sorte qu'on n'arrivera pas à changer le monde seul, ni individuellement, ni à l'intérieur d'une organisation. C'est que ça va être un empilement progressif de briques qui vont faire qu'à la fin, on arrive à construire quelque chose. Et je réalise que ça a l'air très aérien dit comme ça, mais fondamentalement, une fois qu'on s'est dit la manière dont la transformation écologique fonctionne, c'est que ce n'est pas les individus qui la déclenchent, parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas les entreprises qui la déclenchent, parce qu'elles ne le veulent pas ou elles ne le peuvent pas à cause des règles économiques. Et c'est fondamentalement les pouvoirs publics. Et donc les deux premières doivent pencher sur la troisième. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des choses comme le Grand Défi ou comme la Convention des entreprises pour le climat, qui sont des formidables retourneurs du stigmate. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est retourner le stigmate. Que des endroits ou des strates de la population dont on pense qu'elles ne pourraient pas bénéficier de la transformation écologique se lèvent et réclament qu'elle existe. La Convention des entreprises pour le climat, c'est un groupe d'entreprises qui arrivent, qui font un parcours un peu similaire à celui de la Convention de la CCC, de la Convention citoyenne pour le climat, et qui, à la fin, demandent de la régulation sur elle-même, mais sur son secteur, pour que le secteur, progressivement, soit obligé de verdir, ou en tout cas de s'éloigner du modèle délétère qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, cet arc-là de coalition,
il est progressivement en train de se mettre en place, et je pense que l'action la plus efficace qu'on puisse faire chacun, c'est, surtout que je pense que sociologiquement, là on est en moyenne des CSP+, j'y reviens, mais c'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'il va falloir que les premiers de cordée de la transformation écologique, ce soit l'opposé des premiers de cordée du Covid, où on a réalisé d'un coup qu'il y avait plein de métiers essentiels, auxquels on ne pensait pas toujours, qui en plus étaient sous-payés, mais qui étaient fondamentalement essentiels. Il faut qu'aujourd'hui, le privilège de pouvoir choisir son emploi ou d'avoir un emploi dans lequel on a un pouvoir décisionnel au sein de sa structure ou au sein de la société, ça devienne une responsabilité. Et donc, il faut qu'on réussisse à organiser ça. Et se dire, ok, moi, si je travaille dans une boîte, mon rôle, c'est peut-être de faire du plaidoyer, de me rapprocher d'une organisation qui fait du plaidoyer, pour que collectivement, on puisse porter des propositions qui vont s'ajouter à celles de quelqu'un d'autre, et à la fin, dans le système d'acteurs, on aura un centre qui va devenir de plus en plus compact et qui s'approchera peut-être d'une réussite au niveau d'une transformation par les pouvoirs publics. Et donc, moi, il y a un truc qu'il faut, je pense, garder en tête aussi, c'est qu'il n'y a pas... L'opposition binaire, moi je ne suis pas très fan entre un monde sauvé dans lequel on va moins mal et un monde détruit dans lequel il n'y a plus grand chose. C'est que, au moins sur l'enjeu climatique, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres enjeux, mais au moins sur l'enjeu climatique, vous avez en fait un spectre de possibilités. C'est plus graduel que binaire. Et donc le meilleur moment pour agir, c'était il y a 30, 40, 50 ans. Le deuxième meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Et on sait que c'est urgent, on sait qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on réussisse à le faire intelligemment, et qu'on puisse placer nos pions aux bons endroits en discutant entre nous comme on le fait aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça qui est fondamental pour réussir à voir où est la place de chacun, et qu'à la fin, on arrive aux bons endroits et qu'on arrive à faire les bonnes choses. On va prendre 1 minute juste pour une dernière question conclusive avant de vous donner la parole. On a déjà débordé de 5 minutes, donc vraiment en 30 secondes, peut-être Anastasia Maga. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre les modes d'action? Et après, on va vous laisser la parole. Donc réfléchissez et levez déjà la main pour qu'on vous passe le micro. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Oui, je pense. Je pense qu'on a chacun notre rôle dans ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on existe aussi l'un avec les autres. Qu'il y en a qui, comme l'Institut Rousseau, on fait plutôt des politiques publiques, on regarde comment les mettre en œuvre de manière assez... on produit de l'expertise, quoi. Et en même temps, il faut des personnes qui le portent plus largement, puisque lire une note technique, faut avoir un peu envie de le faire parfois, le week-end ou après le travail, ça peut être un peu lourd, ou alors c'est que vous êtes directement concerné, dans ce cas-là c'est super, lisez-le. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir aussi des images comme ça, très fortes, qui posent des questions sur la violence, le consensus, l'efficacité, mais je pense qu'il en tout cas impose ces images aussi médiatiquement dans les consciences, et la désobéissance civile est assez forte puisque il y a vraiment des personnes qui se mettent en jeu, et quelque part je trouve que ça touche à de l'émotion aussi chez les personnes qui voient ces images. Peut-être que j'ajouterais quelque chose, c'est aussi qu'on doit avoir de la solidarité entre les diverses actions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des personnes qui font du travail intellectuel qui est souvent plus valorisé dans les médias, et quelque part des personnes qui prennent beaucoup plus de risques dans leur engagement et qui ne se parlent pas, voire qui pourraient aussi se dénigrer. Et moi je pense que c'est essentiel quelque part de, au moins dans les personnes qui ont le même objectif, qu'on soit un peu solidaires les uns des autres là-dessus. Sinon, en fait, tout simplement, il va y avoir une forme de reproduction de la domination au sein de l'engagement et des combats qu'on porte. Merci beaucoup. On va passer à vos questions. Il y en a une devant. Allez-y, monsieur. Bonjour Pascal. Je suis, comme vous en avez parlé tous les quatre, extrêmement inquiet de la criminalisation des mouvements de revendication écologistes par le pouvoir actuel. Et je voudrais attirer votre attention et avoir peut-être une réaction. Je suis inquiet parce que ça me semble extrêmement dommageable pour la capacité de notre société à discuter démocratiquement de ces questions et à les faire avancer dans un débat rationnel. Et je voudrais attirer votre attention et peut-être vous demander une réaction sur deux choses dont on n'a pas parlé, qui ne sont pas des détails à mon avis. La première, c'est l'indignation sélective des pouvoirs et d'une partie des médias
sur différents types d'actions. C'est-à-dire qu'on présente parfois avec une indignation énorme le fait que Dernière Rénovation est bloqué pendant une demi-heure, presque une demi-heure, la 6B, ou que Extinction Rébellion est bloqué pendant 20 minutes le carrefour de Strasbourg-Saint-Denis. Et j'ai pas le souvenir d'avoir entendu une indignation pareille, parce que suite à une grève SNCF, il y a des voyageurs qui ont été bloqués pendant 2 heures, ou que la préfecture du Morbihan a été bloquée pendant 2 heures par une manifestation d'agriculteurs. Et la deuxième, qui me paraît plus profonde et plus inquiétante, c'est qu'on a parlé de la violence, enfin, pas nous, hein, nous on l'a évoqué, mais on entend parler de la violence, voilà, alors que la plupart de ces actions se revendiquent justement de mouvements de désobéissance civile non violente. Et il me semble, dites-moi si je suis parano, mais que cette violence, elle est parfois suscitée. C'est-à-dire que si vous prenez le cas de Sainte-Soline, vous prenez quelques centaines de personnes qui viennent manifester en rase campagne dans un endroit où il n'y a rien, où il y a une pompe en construction. Au pire, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent la pompe. Et si vraiment les organisateurs du chantier veulent réparer la pompe, je ne sais pas combien coûte une pompe, hein, mais à mon avis, ça coûte moins cher que d'envoyer 4 brigades de gendarmes mobiles. Et les images qu'on a vues avec des cars de gendarmes en feu, des gens qui avaient la tête, le crâne éclaté, etc., ça aurait tout simplement pas pu exister si juste il n'y avait pas eu les gendarmes. Enfin, Voilà. Oui. Est-ce que vous voulez réagir? Et je vous demanderais, juste avant, s'il vous plaît, poser des questions concises pour avoir le temps, laisser plus de temps à plus de monde de poser des questions. Merci beaucoup. Oui, très rapidement, je suis assez d'accord. En fait, on a utilisé de l'argent public pour aller défendre de la propriété privée, quelque part, dans le cadre de Sainte-Soline. Et c'était écrit d'avance, c'est-à-dire que des jours avant, on savait qu'il y allait avoir de la violence, avant même qu'elle n'advienne, que du coup, il y avait un appareil répressif et policier qui était très important aussi, et qui, les images étaient folles, des policiers en quad qui, vraiment, on aurait cru un jeu vidéo, ils traversent les champs comme ça et puis ils tirent à bout portant, mais c'est pas du tout, je sais pas comment dire, mais à quel moment on enseigne ça? Ils se sont fait un kiff, quoi, quelque part. Donc je pense que c'était difficile pour eux de gérer cette violence, mais cette violence a été excitée en amont, en fait. C'est-à-dire qu'elle était inscrite que, je veux dire, quand vous prenez des bombes lacrymo aussi dans la tête, c'est un peu, c'est très difficile de garder son calme. Et dans les actions de désobéissance civile, quand bien même il y a un consensus qui est répété sur on lève les mains, on explique pourquoi on est là, on dit qu'on est là pour vos enfants, etc., garder son calme est un exercice vraiment difficile. C'est pour ça qu'ils font de la formation. Alors que la violence est assez variable. Il y a des exercices qui sont faits dans les formations sur qu'est-ce que vous trouvez violent, avec différents exemples. Et même au sein, en fait, de la population, des militants qui se forment, on ne trouve pas les mêmes choses violentes. Et pourtant, dans les médias, ils arrivent à mettre un mot de violence qui regroupe différentes choses. Et moi, je suis assez stupéfaite à quel point ça perd sa nuance et ça perd en fait le côté discussion qu'on peut avoir sur le fond, le propos. Qu'est-ce qui peut provoquer ça aussi? Merci. C'est bon? Ok. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, j'ai une autre question avec 2 volets, effectivement. On parlait du traitement médiatique. Je pense que... Qui sait que l'État français a été convaincu d'inaction climatique, en justice. Par contre, on sait très bien qu'il y a des militants qui ont balancé de la sauce tomate sur un tableau de Van Gogh derrière une vitre en verre. Et c'est tout un débat. Et je pense qu'on parle plus du transfert de Messi aux États-Unis que cet enjeu climatique qui nous concerne tous. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la section d'histoire civile. Moi, j'en ai fait personnellement, et c'est plutôt sympa. C'est presque un but thérapeutique, j'ai envie de dire. Et on revient un peu sur le titre. Est-ce que c'est inévitable? En fait, on est tellement désespéré, on voit tellement d'inaction, finalement, on fait ça un peu pour aussi se rassurer, pour dire on fait quelque chose. Et j'arrive sur Hugo, tu as par exemple parlé de ça, le fait que j'ai l'impression que la répression
vis-à-vis de ces actions non violentes devient de plus en plus importante, prévue. Quand on voit les images de la jet totale où ils mettent les lacrymogènes en plein milieu des manifestants qui ne font rien, enfin, ça devient très violent. Donc elle est où la violence? Et quand Darmanin parle d'écoterrorisme, est-ce qu'il ne veut pas un discours perturbatif? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas pousser les gens pour qu'on arrive à ce qu'il y ait des gens qui mettent, je sais pas, tirent des missiles solaires sur des avions, aillent péter des SUV en plein milieu de la ville, j'en sais rien. Enfin, est-ce qu'on n'arrive pas là? Est-ce que c'est pas aussi l'État qui veut finalement créer cette guerre civile d'une certaine manière? Je sais pas. C'était ma question. Je me permets de répondre du coup. On est déjà en guerre civile, en fait. Les changements des lois pour pouvoir plus facilement réprimer les mouvements qui sont non violents, qui font de mal à personne, ça, c'est une partie des guerres civiles. L'organisation concertée des médias qui parle que effectivement, vraiment, ces écologistes, ils empêchent la société de tourner pour leur propre bien, etc. Ça, c'est aussi en grande partie concerté. Alors, c'est un peu plus difficile à montrer parce qu'il faut remonter sur en fait qui c'est qui possède les médias, qui c'est qui les contrôle, c'est quoi en fait les éditorialistes qui in fine choisissent qu'est-ce qui est publié et qui ne l'est pas. Mais c'est aussi une des armes qui est aujourd'hui dans cette guerre civile. Et clairement, la violence concertée aujourd'hui, Sainte-Soline, ça y est. Enfin, quelque part, Sainte-Soline, c'était un petit peu un jalon dans cette espèce de montée de la violence qui montre que voilà, maintenant, ils n'ont plus aucun problème. Ils tirent avec des armes de guerre sur des gens qui sont venus danser dans la boue, et danser sur des tracteurs. On est déjà en guerre civile. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu difficile à voir. Aujourd'hui, je suis encore en train de parler sur ce plateau de façon relativement libre. Par contre, vous pensez bien que je suis fiché, que les journalistes, les policiers, pardon, les policiers passent chez mes voisins, se renseigner sur mes activités quotidiennes, etc. De façon complètement disproportionnée par rapport à ce que je fais. Et donc ça, c'est vraiment l'état de fait dont il faut remarquer. Et donc, du coup, ça me permet de vraiment dire un tout petit peu tout ce qu'a dit Léa Falcon tout à l'heure et Anastasia aussi sur la pluralité des modes d'action, l'importance de chacune des strates ici qui se bat pour la transition. Tout ce que vous avez à dire est vraiment bon à prendre et c'est super. Je rajoute juste le truc qu'il faut juste rajouter derrière, juste ne pas oublier que vraiment c'est très important. Et ici, dans cette conférence, on passe notre temps à réfléchir à comment est-ce qu'on peut collectivement aller dans le bon sens. N'oubliez pas qu'il y a vraiment des gens qui ne veulent pas et qui sont prêts à tout faire pour pas que ça arrive. Et si on oublie ça, tous nos efforts seront vains. Tous nos efforts seront vains. C'est super important de s'en rappeler. Vous voulez réagir? Non, c'est bon. On va prendre une autre question. Monsieur en orange, je crois que c'est à vous. Oui, bonjour. Il y a une grande partie de la population dont la préoccupation principale, c'est l'insécurité. Donc il y a une grande partie de la population, ça passe devant le réchauffement climatique, ça passe devant plein d'autres choses. À chaque fois qu'il y a une action de désobéissance civile, le pouvoir médiatique a une stratégie très efficace pour se mettre dans la poche tous ces gens-là, c'est de parler d'écoterrorisme, etc., de Khmer vert, etc. Donc en fait, à chaque fois que le mot écoterroriste est employé dans les médias, on perd toute cette partie de la population qui est importante et qu'il faudrait réussir à convaincre pour réussir une transition. Donc quelle est la stratégie de la désobéissance civile pour ne pas perdre le débat médiatique à chaque fois, juste donc pour ne pas se faire appeler d'écoterroriste à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, on perd, quoi. Oui. Alors, même si c'est un peu contre-intuitif d'emblée, il faut bien comprendre que les actions qu'on porte, en tout cas dans notre théorie du changement à dernière rénovation, elles ont pour objectif de polariser. Elles ont pour objectif, clairement, assumé de polariser la société, c'est-à-dire de briser l'indifférence généralisée par rapport au sujet de l'urgence climatique. Donc oui, il va y avoir plein de gens qui vont dire « mais c'est nul ce que vous faites, voire c'est criminel ». C'est quelque chose qui est assumé parce que on sait que ce type d'action ont cet objectif-là, initialement, dans une première phase, de polariser fortement la société. Donc il est possible même que pendant un certain temps, il y ait une majorité de la population qui soit contre ce qu'on fait. Mais c'est pas. En fait, faut voir un peu à plus long terme. À plus long terme, l'objectif, c'est de mobiliser ceux qui vont trouver ça génial, ceux qui vont dire « ah mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire ». Ça va peut-être être une minorité au début, mais plus cette minorité va être active, va participer à ce type d'action, plus il va y avoir une répression, plus il va y avoir une répétition dans ce type d'action, plus finalement, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer
Par exemple, à l'époque du mouvement pour les droits civiques américains, au début, il y avait quelques personnes qui faisaient des actions. Nous, on s'inspire beaucoup d'une campagne qui s'appelle la campagne des Freedom Riders, qui est une campagne de noirs, de blancs qui sont montés dans des bus qui étaient ségrégés, qui sont allés jusqu'au sud des États-Unis dans des bus ségrégés qui sont assis côte à côte alors que c'était interdit. Et au début, ils se sont pris de la violence, ils ont été fustigés, même par des mouvements des droits civiques. Ils ont été très très impopulaires, mais progressivement, ils ont inspiré aussi d'autres gens à passer à l'action. Nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. On essaye d'inspirer les gens qui sont déjà bien convaincus, qui sont motivés, de passer à l'action. Et vous en faites partie, en fait. Vous êtes pour beaucoup des gens qui sont motivés, convaincus par ces sujets-là. Donc nous, notre but, c'est de tous ici vous faire passer à l'action. Et une fois que ça s'est fait, après, progressivement, parce qu'on l'a observé dans l'histoire, on voit que cette polarisation, elle se rejoue différemment. Et finalement, les gens qui vont être très contre, ils vont être de moins en moins nombreux jusqu'à former une petite coquille qui, certes, va être très virulente, très hostile, mais finalement, l'objectif, c'est qu'elle se retrouve en minorité à la fin. Donc c'est un jeu très subtil, très délicat. Ça peut parfois ne pas être évident, ne pas bien fonctionner. Mais on est obligé de prendre ce risque-là au début, de polariser fortement, quitte à être très discrédité au début et à s'aliéner beaucoup de gens. C'est un risque qui est pris et qui est assumé. Merci. On va passer à la question suivante. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quand on voit ce qui se passe un peu à l'étranger, notamment dans les régimes autoritaires, et le glissement qui se passe en France vers un régime de plus en plus répressif, caractérisation de terroristes, l'emploi de lutte antiterroriste envers les militants pour l'écologie. Et quand on parlait juste du long terme, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça peut se passer dans un avenir plus ou moins proche avec cette escalade de la répression et est-ce que ça ne peut pas aussi conduire d'une manière ou d'une autre à nous faire basculer dans un régime autoritaire, sachant que personne ne veut ça. Et juste pour préciser, je suis absolument pour les mouvements de désobéissance civile. C'est juste pour pousser la réflexion un petit peu et voir dans quelle direction est-ce qu'on pourrait potentiellement aller, sachant que je pense que personne ici dans la salle ne voudrait ça. Merci. Qui veut répondre ? Vous n'êtes pas inspiré ? Si. Ça m'inspire. Je ne veux juste pas trop monopoliser la parole. Le risque autoritaire, en fait, c'est vraiment ça hein, qui est pointé du doigt, cette dérive. Enfin, on est en train de perdre la bataille. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de parler du climat pour montrer que notre gouvernement, il est extrêmement autoritaire, plus qu'avant, et il va l'être de plus en plus. Donc oui, il est là. Alors je ne sais pas si c'est le fait de faire des actions de désobéissance civile qui augmente le risque autoritaire. Peut-être ça pourrait être discuté, mais donc, il est très présent et on est en train de perdre la bataille. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit plus nombreux à faire cette bataille. Donc Allez-y. Donc c'est très bien parce que j'allais partir là-dessus. On est un 18 juin aujourd'hui. Concrètement, question, est-ce qu'en fait, vous nous appelez tous à résister ? Oui, très clairement, oui. Pour être vraiment aller un peu plus loin là-dessus, en fait, c'est super important qu'on shift les shifters, pardon, excusez-moi pour cette blague, mais il faut vraiment qu'on translate le niveau d'engagement social pour qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Encore une fois, les grands mouvements de société ne sont jamais arrivés sans une violence extrême, et ce n'est pas ce que j'appelle de mes voeux. Moins il y aura de violence, et plus je serai content. Aujourd'hui, on est devant un public de convaincus sur tout un tas de questions et pas sur d'autres. Effectivement, on vous appelle à résister, mais comment ? Moi, j'ai envie de dire, continuez peu ou prou le même genre d'activité que vous faites parce que c'est indispensable. Ça ne sert à rien qu'on soit tous dans la rue s'il n'y a pas des gens en train de réfléchir à comment on l'a fait, cette transition, etc. On est bien d'accord. Mais par contre, si vous n'êtes pas capable à un moment donné d'aller porter dans la rue face au grand public, face aux policiers, vous mettre en vulnérabilité physique ou émotionnelle, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à faire. Et notamment, vous pouvez aider financièrement ces mouvements-là
vous pouvez les idées médiatiquement, on en a parlé beaucoup ce matin, vous pouvez les idées sous plein de formes différentes, et justement éviter toutes les conspuations gratuites qu'aujourd'hui les médias arrivent à mettre en place. C'est aussi beaucoup de notre ressort ici. Allez-y. C'est bon, juste. Ah oui, pardon. Moi, j'ai peut-être un mot à ajouter, c'est que la conférence à laquelle je suis allée hier, l'animatrice concluait en disant soyons lucides. Et moi, j'ai envie de dire non, je pense qu'on est déjà assez lucide. Ne soyons pas juste lucides, soyons courageux en fait. Merci. Question suivante. Allez-y, monsieur. Merci, ça me permet de rebondir sur les shifters. Je voulais reparler de complémentarité, de lutte, de mode d'action, etc. Moi, je coordonne l'antenne locale des shifters du Languedoc-Roussillon depuis 3 ans et demi. Et donc c'est dans le sud. Et dans le sud, il y a une grosse communauté antinucléaire. Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas parler avec nous, parce que shifter égale Janco, je ne vais pas les citer, il y en a plusieurs. Et c'est même pire, parce que parfois, quand on essaye d'entrer dans des collectifs, il y a même des gens qui nous disent, si vous essayez de rentrer, nous on se barre. Donc du coup, travailler en commun, c'est galère. Donc comment on fait? Merci. Merci. Je tiens juste à préciser que notre association effectivement, ne participe pas ni ne soutient les actions directes. Ce n'est pas encore dans la stratégie. Qui veut rebondir? Moi, je rebondis en partageant que j'ai organisé une conférence où effectivement, ça a été compliqué de l'organiser entre différents partenaires et le Shift Project. Mais il n'empêche que je trouve quand même que les shifters restent assez ouverts en fait, dans leur partenariat. Et en fait, à part vous dire continuez à rester ouverts, à essayer de dialoguer avec tout le monde, après, vous n'êtes pas, vous ne pouvez rien, quoi. Si les autres ne veulent pas travailler avec vous, c'est une autre question, quoi. Désolée, hein, c'est pas non plus... Mais en tout cas, moi, je perçois pas ça de la part des shifters. Ouais, et pour rajouter à ça, il y a aussi des gens, parfois, avec qui on ne peut pas travailler, juste. Sur la question de l'énergie et du nucléaire en particulier, ça clive, mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi des fois des associations, y compris au sein de l'écosystème écolo, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes horizons, et il faut en être simplement conscient. Et dans ce cas-là, il faut aussi chercher d'autres alliés. Et une partie de ces alliés ne fait pas partie de l'écosystème écologique traditionnel. Et donc, il faut pouvoir sortir un peu, réussir à récupérer quelqu'un. Parfois, ça passe par quelques compromissions aussi, ce qui n'est jamais facile à faire. Mais il y a simplement des gens, parfois, avec lesquels on ne peut pas travailler. Et il faut pouvoir l'accepter, y compris si on a l'impression que c'est... Je vois à peu près à quoi vous faites référence, hein, y compris si on a l'impression que c'est injuste parce qu'on se bat tous pour le même objectif et qu'on a l'impression d'être lâchés par des gens qui devraient être objectivement des alliés. Parfois, c'est juste pas des alliés. Oui, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Christian, je suis un ancien activiste de la lutte contre le sida. Donc je peux vous confirmer qu'être activiste, c'était plus facile avant, notamment vis-à-vis de la police. Surtout qu'ils avaient très peur de notre sang, donc c'était assez pratique, ils tapaient jamais. Vous avez parlé du risque climatique, des réfugiés climatiques en fait. Je voudrais qu'on se regarde tous en fait par rapport à la couleur de l'Assemblée. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de représentativité aussi sur les populations les plus exposées à l'intérieur même de nos mouvements? Les mouvements des sans-papiers sont par nature désobéissants puisqu'ils ne sont même pas censés être là. Ils font de l'action directe et ils risquent beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que CSP+, blancs, tous un peu confortables, on ne devrait pas faire un peu converger ces luttes pour prendre soin de ces mouvements-là aussi qui ont beaucoup moins de moyens finalement que les nôtres? Je peux répondre, mais ma réponse c'est oui, donc je n'ai pas grand-chose de plus à apporter honnêtement. Mais ça fait partie de la transformation, de la transition en fait, d'un projet qui est simplement un projet environnemental vers un projet écologiste. Et donc un projet écologiste, c'est par nature politique. Et là, tous, ici et dans la salle, on a un engagement politique. Parce que politique, ça ne veut pas dire partisan. Politique, c'est ce qui concerne la vie de la cité, la manière dont on s'organise individuellement et collectivement. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui est politique. Et tout ce pourquoi on milite est politique.
Ça ne veut pas dire que c'est partisan, mais ça veut dire que fondamentalement, il faut regarder les autres enjeux sociaux et pouvoir réussir à trouver un moyen de les intégrer ou de choisir de ne pas les intégrer dans ce qu'on fait en tant que projet de société. Et donc oui, ça passe par là. Et puis ça passe aussi par le fait de trouver un moyen de faire en sorte que les minorités, par exemple, qui sont intégrées dans le mouvement climat, ne le sont pas par opportunisme de la part de gens comme nous qui voudraient se dire « tiens, il nous faut plus de diversité, donc viens », mais que ce soit vraiment des projets co-construits, mais que des projets qui viennent des gens, et pas simplement qu'on utilise les gens quand on en a besoin d'eux. On va prendre une toute dernière question, parce que nous arrivons à la fin de cette conférence. Okay, Allez-y. merci. C'était juste pour dire que moi, quand je suis rentré dans l'amphithéorium, j'avais un a priori assez négatif sur la désobéissance civile, et je dois dire que vous m'avez convaincu. Je suis fermement opposé à vos méthodes, je suis désolé. Et j'ai énormément d'arguments à vous répondre. Je ne suis pas du tout convaincu par vos arguments. Et en fait, je ne vais pas du tout les exposer, parce que si je les expose, on va se fâcher, et je trouve ça dommage, parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui nous relie tous dans cette salle. Enfin, moi, je suis terrifié par le réchauffement climatique, je suis terrifié par ce qui nous attend. Et je ne crois absolument pas à vos solutions, mais malheureusement, on peut pas se permettre, je ne peux pas me permettre d'uniquement pousser mes solutions. Donc moi, je continue à pousser mes solutions. Si vous devez le faire, faites-le, mais je vous condamne. Est-ce que vous souhaitez réagir? Bon, c'était le mot de la fin. Non, allez-y. Je ne vais pas laisser ce mot de la fin. Non, mais interrogez-vous, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a les droits dont on dispose aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que les femmes peuvent voter aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que les Noirs américains ne vivent plus sous un régime ségrégationniste aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a des congés payés aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les personnes qui étaient malades du sida ont pu voir des politiques publiques de santé publique enfin à la hauteur par rapport à ce sujet-là, qui est un sujet tabou, etc. etc. Qu'est-ce qui a fait que tant de dictatures sont tombées? C'est toujours pareil, la résistance des gens qui sont courageux et qui osent mettre en péril leur intégrité, leur liberté pour les valeurs humanistes qu'ils défendent. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. On espère vous avoir éclairé un peu sur cette question et surtout continuer d'agir, quelle que soit la manière dont vous le souhaitez. Le plus important, c'est de se mettre en action. Donc merci beaucoup pour votre écoute.